Qu'en est-il, par exemple, des transports en commun en termes par rapport à leur développement? Se fait-il en parallèle, en fonction du Grand Paris, ou est-ce séparé? Participe-t-il, pour reprendre le titre de votre livre, au séparatisme social, par exemple, ou comment? Parce que je pense personnellement qu'il y participe, mais comment, selon vous, ou pas, cela se fait? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir à partir de quand exactement vous datez cette évolution négative, disons, des lobbies du BTP et de cette évolution vers le Grand Paris. À quoi est-ce que ça a tenu? Ça serait intéressant de savoir à quoi c'est lié. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit topo sur ce que c'est que maintenant le Grand Paris? Quelle est l'instance ou l'organisation qui en est à la tête? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'en toute franchise, je ne sais pas du tout. L'instance, c'est la Société du Grand Paris, qui est plutôt une sorte d'aménageur. On aurait pu imaginer, lorsque Hollande arrive au pouvoir, parce que la gauche avait créé Paris Métropole, sous la pression de Delanoë, c'était une façon de s'opposer à Sarkozy. Donc on aurait pu y voir un contre-projet. Seulement, moi je connais des architectes qui ont fait les deux concours. Parce qu'après tout, dans Paris Métropole, vous avez quelqu'un comme Pierre Mansart, élu communiste, qui a une vision plutôt, j'allais dire, humaniste, non pas des questions urbaines. Seulement, le problème, c'est que comment politiser un objet qu'on neutralise en permanence? Encore une fois, je ne sais plus comment elle s'appelle, la directrice de la Société du Grand Paris, elle est dans le think tank de Vinci. Elle est dans le think tank de Vinci, mais comme d'autres responsables. À partir du moment où vous avez le directeur d'une institution de l'État qui est un membre d'un lobby privé, d'abord ce lobby, il est à la bonne source. Et finalement, en confondant les positions sociales, quel message vous donnez? C'est pour ça que je parle de lobby spéculo-marchand. Moi, alors, quand vous me demandez sur la question des transports, moi, je vous invite à regarder, aller sur le site de la Société du Grand Paris. Par contre, je cite une statistique, pour pas dire des bêtises, je crois que c'est ICAD qui a repris... ICAD, qui est une société d'économie mixte qui appartient à la Caisse des dépôts, qui a racheté une SCI qui était propriétaire de foncier, surtout en Seine-Saint-Denis, un bout dans le Val d'Oise. Et cette société était propriétaire de fonciers qui sont inclus, dont le périmètre est inclus dans le périmètre du Grand Paris. Il y a une banque qui s'appelle JP Morgan, c'est une banque d'affaires qui a calculé finalement le potentiel, le capital finalement de cette société, du moins de ce foncier-là. C'est-à-dire que c'était du foncier, pas toujours construit, où il n'y avait pas tant de construction que ça, Aubervilliers, je ne sais plus, je ne veux pas dire des bêtises, tout ça c'est dans le livre. Et avec la création du Grand Paris et l'emplacement des stations de métro, ce foncier a pris une valeur mais inimaginable. C'est la raison pour laquelle, je crois que c'est ICAD, je ne veux pas dire des bêtises, a racheté cette SCI. Et ils ont je ne sais plus combien de millions d'hectares qu'ils vont pouvoir vendre, pour le coup, à des sociétés du BTP. Mais ça, c'est dans la sphère privée. C'est-à-dire que maintenant, les élus vont... comment les élus vont pouvoir s'opposer à ça? Aubervilliers, il y a encore 10 ans... le foncier, il y avait du foncier qui était vide, et aujourd'hui, finalement, c'est une sorte d'appel d'air qui s'est créé.
Alors, ce qu'on observe, c'est que c'est vrai que ce qui a été affiché pendant très longtemps, c'était des gares, une façon finalement de réduire le temps des transports et donc finalement d'augmenter les mobilités des franciliens. Juste, mais c'est insuffisant parce que autour des gares, les gares aujourd'hui du Grand Paris sont les prochaines villes. Regardez ce qui se développe à Saclay. Moi, je suis effaré quand je cite dans le livre, quand Saclay est présenté comme la prochaine Silicon Valley. Parce qu'il faut la Silicon Valley. Parce que si on ne fait pas la Silicon Valley en France, la Silicon Valley européenne, elle sera construite à Londres. On est dans une sorte de surenchère, finalement. Et c'est pour ça que je parle de neutralisation du politique, c'est-à-dire que au nom de l'économie, et d'une économie finalement qui ne s'arrange pas de détails, eh bien il faut faire très vite. Et il faut frapper fort. Alors, il y a des lanceurs d'alerte. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de bailleurs sociaux. J'étais au congrès des HLM en octobre dernier qui disaient, voilà, nous, bailleurs sociaux, on fait quoi? Parce que la situation est intenable en matière de logement social. Alors, il est annoncé la construction de 70 000 logements sociaux par an. Actuellement, ils en construisent 30 000. Il faut être sérieux. Et tout ce que vous ne construisez pas, finalement, vous le gonfle la demande. C'est comme un déficit. Faites moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Ça ne s'efface pas parce qu'on a passé une autre année. Et c'est là où c'est inquiétant, parce que c'est pour ça que je dis qu'on pourrait imaginer une sorte de front commun. Parce que soit on a une sorte de territoire un peu libanisé, j'allais dire, avec ces lézardes, vous voyez, ici, voilà, Saclay, La Défense, Disney, Europa City, Paris, Poissy, il y a aussi des choses à Poissy, le port de Gennevilliers. J'ai pas en tête la carte. Vous avez comme ça des lieux qui sont identifiés comme étant des lieux qui participent de d'une sorte de force de frappe économique française. Mais le reste, parce que quand vous regardez la carte, c'est très intéressant de regarder la carte. Il y a des endroits, c'est béant. Après, vous avez des gens, et ça je le regrette, qui parlent de la France périphérique. Non, il faut surtout pas dire qu'il y a la France du Petit Blanc qui est en Seine-et-Marne ou dans l'Yonne. La France de la politique de la ville qui est sous perfusion d'État, et les autres, non, c'est la France du Grand Paris, c'est une France très séparatiste, c'est une France de classe. Et moi, je regrette cette manière finalement d'ethniciser les présentations. Parce que les lobbies, eux, jouent de ce clivage-là. Ben oui, si on dit qu'il n'y a plus de ville publique parce qu'il y a du communautarisme, finalement, on invite lobby à faire de la ville. Je cite dans le livre, là, Bouygues aujourd'hui a créé un dispositif qui s'appelle Bien commun. C'est très intéressant ce qu'a fait Bouygues. Bouygues dit, voilà, les bailleurs sociaux ne savent pas finalement faire vivre leur patrimoine. Les jeunes occupent les halls d'immeubles, c'est de la tension, l'environnement n'est pas respecté, etc. Nous, on propose un dispositif bien commun. C'est-à-dire que Bouygues BTP va construire, Bouygues va animer ça. Le bailleur social aura pour autorité de sélectionner ses locataires. Donc les gens, avant d'entrer, vont signer une sorte de cahier des charges. Et à charge pour eux, c'est le cas de le dire, de respecter une sorte de règlement intérieur. Et donc, mais pour faire en sorte, c'est pas de l'habitat participatif, on est dans du logement social. Pour faire en sorte que ça fonctionne très bien,
On va au moment du recrutement organiser des réunions et on va créer des espaces communs, des petits espaces communs. Et c'est ces espaces communs qui seront décisifs parce que c'est là où va se jouer finalement la responsabilisation des gens. Parce que l'espace commun, c'est tous ensemble. Et Bouygues dit, voilà, moi, je pense qu'avec cette solution-là, il n'y a plus de problème de logements sociaux. Et ben, je me suis intéressé, il a à peine lancé ça. Et au congrès des HLM, vous avez tous les bailleurs sociaux qui viennent. J'ai été très surpris de voir que beaucoup d'élus étaient intéressés par ça. Pourquoi ? Parce que voilà un acteur privé qui dit la politique c'est fini, ça ne sert à rien. Vous avez bien vu. C'est la guerre, il n'y a pas de vivre ensemble. Tout ça, ça y est, c'est acté. Il faut faire une autre manière. Moi, je suis Bouygues Immobilier, je fais du logement pour les classes aisées, pour les classes moyennes. Eh bien maintenant, je vais proposer du logement pour les classes modestes. Alors pas n'importe quelle classe modeste, parce que je me suis intéressé à la cible de population. Il y a 700 000 personnes en Île-de-France, j'ai compté à peu près, qui sont au-dessus du plafond logement très faible, mais qui ne peuvent pas accéder au logement privé. C'est ce qu'on appelle les PLAI, je crois. Je ne me souviens plus, je ne suis pas... Donc, c'est des gens qui ont entre 30 000 et 50 000 euros de revenus par an. Famille avec 2 enfants, etc. Donc, c'est des gens qui ont un peu de revenus, mais insuffisant pour payer 2 000 euros un appartement. Voilà. Eh bien, c'est cette cible-là. C'est-à-dire que Bouygues veut bien rentrer dans le marché du logement social, mais à condition, évidemment, que ce soit rétributeur. Donc, qu'est-ce qu'il dit en proposant ce dispositif-là ? Moi, je vais faire une proposition en direction de cette niche-là, parce que c'est une niche, et les bailleurs sociaux, il va leur rester qui ? Le bout du bout. Les gens au RSA, les familles monoparentales qui galèrent, etc., etc. Et il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer Bouygues, du moins moi qui connais bien ce promoteur, pour avoir enquêté dessus à l'époque du Val d'Europe, investir le marché du logement social. Mais maintenant, à la faveur du Grand Paris, toutes les niches sont opportunes. Oui, moi je me demandais, par rapport à une éventuelle revendication, il faut déjà avoir quand même le projet en main. C'est vrai que c'est quelque chose qui est fait un petit peu, on connaît rien. En réalité, il faut creuser pour aller chercher ce projet. C'est absolument pas clair. Donc même si on décidait de faire des associations de citoyens, contre quoi en fait, le Grand Paris, pourquoi on serait contre ? Moi, quand j'ai été contacté par les responsables du Triangle de Gonesse là, pour aller intervenir à Europa City, je leur ai demandé s'ils étaient en lien avec d'autres Roibon. Voilà, ça s'appelle Roibon en Isère. Roibon comme un peu dans la mouvance du Larzac. Je parle du Larzac dans le livre pour voir s'il y a une filiation historique. Un peu dans la mouvance du Larzac. On peut imaginer une sorte de fédération informelle, parce que j'y crois pas du tout, moi. Quand je suis allé au Larzac, je me suis intéressé finalement à ce qui restait des mouvements altermondialistes. Vous savez, au début de 2002-2003, vous aviez collectifs palestiniens, les partis progressistes de gauche, les mouvements de sans-papiers, etc., etc. Il y avait un peu cette idée de redynamiser, après tout, la lutte sociale. Attaque était derrière ça. Vous aviez, et finalement, il y a le réel qui l'a emporté. C'est pour ça que je dis qu'on oublie, à mon avis à tort, que la ville c'est d'abord politique parce que, encore une fois, quand je parle de victoire du libéralisme, c'est que
Moi, je ne suis plus surpris quand on me dit, là actuellement, je fais une étude à Vaux-en-Velin, une élue militante qui combat pour les sans-papiers, mais dont les enfants sont dans une école privée. On évacue le discours moral, hein, je veux dire, j'aurais peut-être fait pareil, j'en sais rien, je veux dire, où tout le monde ici, on met la morale de côté. Le problème, c'est que les gens sont piégés en vérité. C'est-à-dire que le combat, pour qu'il fonctionne, il ne faut pas qu'il soit l'affaire de quelques-uns. Cet élu me dit, je me suis rendu compte que j'étais la seule dont les enfants étaient dans une école publique. Les autres m'ont tous dit, parce qu'on sait que l'école, c'est l'un des révélateurs avec le logement. Hein. On choisit ses voisins et on choisit l'école de ses enfants. Parce qu'on parle toujours, on ne va pas sacrifier son environnement social, on ne va pas sacrifier sa trajectoire sociale. Et elle me dit, je me suis rendu compte que j'étais la seule. Et il y avait des soucis à l'école. On s'est dit, on fait quoi là? On s'est dit avec son compagnon, on fait quoi? Donc, soit on considère tout le monde doit réinvestir l'école, d'accord, et que le combat il se joue là. Soit on considère que on débat de l'école, on travaille sur des dispositifs, etc. Mais dans le quotidien, il ne s'agit surtout pas de sacrifier ses propres enfants. Et c'est ça la question de la fédération. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré les gens il y a une scission terrible au Larzac actuellement entre les historiques qui sont visités par la CIPA, je vous disais les paysans de Notre-Dame-des-Landes, et ceux qui sont à Millau, dans le sud de l'Aveyron, qui eux considèrent que le Larzac, c'est pas seulement une sorte d'antichambre des révolutions sociales, parce que le Larzac a perdu. Si, ils ont gagné, ils ont empêché l'extension du camp militaire, mais en échange de quoi? On empêche un camp militaire d'ouvrir ici, mais il est ouvert ailleurs. Je veux dire, il aurait fallu, là je reprends les discours des gens qui y sont encore, des gens que j'ai retrouvés et qui s'expriment tout à fait normalement, qui considèrent que ils ont accepté trop rapidement la concession de Mitterrand. Donc tout est question de curseur. Est-ce que finalement on reste, c'est ce que vous disiez, dans des petites sphères? Est-ce qu'on reste sur un combat, pas catégoriel parce que c'est trop schématique, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de défendre un autre modèle social, mais dans lequel, un modèle, du moins dans une dynamique inclusive. Encore une fois, l'école, c'est révélateur. C'est révélateur. Et cette jeune femme, quand elle me dit ça, elle ne m'a pas dit « mon enfant, il va mieux à l'école ». Il a les mêmes problèmes dans l'école privée. Si ce n'est qu'elle a l'impression qu'elle ne lui coupe pas toutes ses chances pour l'avenir. Et pourtant, elle est adjointe à la délégation des affaires sociales. Mais on fait comment? C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je pense que l'idéologie néolibérale là, est vraiment d'une implacabilité parce qu'elle se sent forte. Et les gens d'Europa City, quand ils me contactent, moi je pensais qu'il y avait d'autres collectifs, dont les amis du Diplo du Val d'Oise. Eh ben même pas. Il ne s'agit pas, encore une fois, de personnaliser. Pour moi, ça fait sens, ça fait unité. Après tout, on combat un modèle économique, un modèle de ville. On pourrait retrouver toutes les associations, finalement, qui se retrouvent dans ces principes et dans ces valeurs. Or, ce n'est pas le cas. Et pas parce qu'il y a des dissensions individuelles. On pourrait imaginer, après tout, on n'est pas obligé de s'aimer. Non, parce qu'il y a une façon d'appréhender finalement le combat qui diffère. On accepte un compromis ou on n'accepte pas. Qu'est-ce qu'on met dedans et comment et qu'est-ce qu'on projette? Est-ce que la projection, c'est de se dire on arrête le camp militaire, stop, donc on a gagné? Moi, les gens que j'ai rencontrés, certains au Larzac, disent
les dizaines, de centaines de milliers de gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu même ce documentaire sur l'histoire du Larzac, hein, ils sont pas seulement combattus contre l'extension du camp. Alors, revu, du moins, ce documentaire, quand on le voit à la lumière d'aujourd'hui, on a l'impression, voilà, une sorte d'histoire des grandes luttes sociales. Non, certains disent, c'était pas seulement ça le combat. C'était contre ce système économique, ce système politique. Mais bon. Aussi peut-être que certains architectes qui aident aussi, qui nous donnent des idées, hein, parce que c'est pas facile tout seul. Hein, c'est pas voilà, la Révolution française, oui. C'est pas faite par la base, elle s'est faite d'abord par les intellectuels. Je ne suis pas donneur de leçons, hein, j'ai pas dit ça. Hein, donc je pense qu'il y a aussi des architectes, effectivement, des politiques, des gens qui pourraient, des philosophes, hein, mettre aussi la main à la pâte et nous éclairer le débat. Voilà, je pense que c'est pas facile, hein. On peut pas être à la fois au four et au moulin. Et je crois que les gens sont dispersés, en effet, ont des combats à vivre au quotidien et quelquefois pensent qu'ils ne représentent pas grand monde en réalité. Mais je crois qu'en effet, il faudrait que des architectes, des philosophes, des gens comme ça se penchent sur le Grand Paris et puis nous éclairent. Oui, mais avec Alexandre Bouton, on a gagné, on est lauréat du concours du Pérou sur le Paris de l'hospitalité. Vous voyez, le Pérou, c'est le pôle. Ils vont m'en vouloir là. Ça vous couperez. Hein. C'est présidé par Gilles Clément, un ami, vous savez, le paysagiste, Sébastien Thierry, qui est un politiste, etc. Donc, c'est des gens qui s'étaient investis dans le bidonville à Grigny, à Rissorangis. Ils ont fait un livre, d'ailleurs, chez le même éditeur. C'est comme ça que j'ai connu cet éditeur, considérant un livre sur l'histoire du bidonville. Voilà, ils ont repris... En fait, ils sont partis de l'arrêté d'expulsion du maire de Rissorangis, l'expulsion des gens du bidonville, et ils l'ont détourné. Et donc, ils organisent ce concours. Il y a des étudiants qui sont allés un peu dans tout Paris, qui ont repéré ce qu'on appelle des délaissés urbains, voilà, des zones en friche. Et ils ont organisé un concours international en demandant, voilà, imaginez un lieu finalement dans lequel on pourrait produire une architecture nomade, c'est-à-dire qu'une architecture pour des SDF, parce qu'il y avait les Enfants du Canal, l'association qui était dans le jury, et donc une architecture temporaire, mais en même temps qui soit un vrai lieu de vie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une résidence, un hébergement ordinaire. Ils ont eu énormément de propositions. Il y a eu, avec Alexandre Bouton, on était co-lauréat avec un tout petit groupe, tant mieux pour nous. On avait fait une proposition. Il y a eu une exposition au pavillon de l'Arsenal. Mais quand on regarde les choses telles qu'elles se sont passées, le pavillon de l'Arsenal, vous savez, c'est une institution dans Paris, hein, a proposé une soirée, c'était en novembre, où les 10 lauréats ont chacun présenté il y avait énormément de monde, hein, sa proposition, mais ça n'a pas été exposé. Les médias qui étaient invités, tous les médias étaient invités. Après tout, voilà, on est dans du concret. Vous avez un financement, la Fondation de la Massif. Après, on peut dire, oui, non, il y a un financement. Vous avez des architectes, vous avez des urbanistes, des économistes, il y a des artistes, il y a des gens qui ont travaillé gratuitement. Et c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Pour le coup, c'est un geste, c'est du don. Voilà, on se dit, on va faire une offre d'une architecture finalement qui soit... qui ressort finalement d'un autre modèle. En plus, à destination des SDF. Pour le coup, c'est pas parce que c'est des SDF, mais pour le coup, il s'agissait de travailler sur la population la plus reléguée de Paris, la plus exclue du jeu de la société. Or, excepté quelques annonces dans certains médias, il n'y a rien eu autour de ça.
Il y avait même à un moment un projet de tribune collective qui a été refusé par Libération, par Le Monde, excepté Mediapart, mais bon, qui l'a prise. Très bien, mais Mediapart, c'est pas une tribune dans Le Monde. C'est pas une tribune dans Libé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ces journaux-là, qui se considèrent comme étant finalement des journaux de la société civile, des journaux qui sont en cohérence finalement avec leur environnement social, et bien finalement, ils n'ont absolument pas saisi l'enjeu de ce concours-là. Il fallait, mais c'était une soirée passionnante, vraiment. Il y a eu des gens ont travaillé sur les matériaux. Il fallait construire quelque chose qui soit temporaire, qui coûte pas cher, mais en même temps qui soit des lieux qui logent, des lieux qui soient pas uniquement destinés à des SDF, mais des lieux qui s'insèrent dans un environnement social. Donc il faut tenir compte de l'environnement social, des gens qui habitent là. Donc on a vraiment, toutes les équipes ont travaillé, tant mieux pour celles qui l'ont emporté, mais en même temps, quelle résonance ça a eu? Aucune. Par exemple, le droit au logement. Il y a des associations comme par exemple le droit au logement, ils n'ont pas réagi. Je trouve que toutes les associations ont leur utilité. Mais je trouve que trop d'associations sont dans l'humiliation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre du politique qu'il vous fasse de la place, donc demander un droit au logement. Le droit au logement, il est acté comme un droit universel. Donc, moi, je pense que, encore une fois, je ne conteste pas l'existence de ces associations-là. Je pense qu'il n'est plus temps de demander un droit au logement. Il est le temps d'agir, puisque c'est ça dont on parle. Là, pour le coup, un collectif, le Pérou, une fondation, Massif, une association, les Enfants du Canal, et quantité d'équipes d'architectes, d'artistes, etc., de peu partout, ont répondu à cette proposition-là d'un Paris hospitalier. Vous vous rendez compte, l'hospitalité, c'est pas n'importe quoi, là. On parle d'une ville, finalement, qui donne la place à chacun. Eh bien, ce concours-là, finalement, a été maltraité par les médias, inconsidéré par les politiques, et ensuite, on voudrait que les opposants, je pense aux opposants de tous ces projets-là, soient dans une attitude constructive. Moi, je comprends la radicalité. Alors, on peut me rétorquer que je n'en suis pas. Mais en tant qu'observateur, je comprends la radicalité. Je trouve qu'on est dans une sorte d'autisme finalement généralisé. Je trouve que les médias n'ont absolument pas saisi la société dans laquelle on est. On est uniquement dans du commentaire. On est uniquement dans l'écume des choses. Mais ça, beaucoup l'ont dit, l'ont écrit. Je veux dire, je ne fais que répéter des choses. Mais reprenez tous les médias, tous tels qu'ils sont, et vous vous rendez compte qu'on est loin finalement de la réalité sociale. Mais tous. C'est catastrophique. Moi, quand je lis les tribunes du Monde ou le Libération, c'est devenu uniquement des journaux. Ce sont des journaux institutionnalisés qui ne sont absolument pas en cohérence avec la société civile. Et quand je dis que ce qui se passe à Notre-Dame, au Champ de la Garde, à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs, une autre manière de faire de la politique. L'article, finalement, il est paru sur le site de l'Obs. Vous savez, l'Observateur. Après, c'est sur les sites d'information. Bon, ils l'ont pris tel qu'il était. Mais on sait bien qu'on ne lit pas sur Internet comme on lit un journal papier. Le problème d'Internet, c'est que tout y est, tout se vaut, et c'est très compliqué de faire le distinguo entre l'information, du commentaire, de la tribune, etc. Après, voilà, d'autres pourront me rétorquer que c'est un espace démocratique. Il n'en reste pas moins qu'il y a une hiérarchie de l'information et que c'est la responsabilité des médias perçus comme étant finalement des médias d'opinion que de rendre compte ce qui se joue. Or, ils ne savent pas du tout ce qui se joue actuellement en matière politique.
Et on continue à jouer un peu du psychodrame sur le Front National. Mais bon,